Voici les rencontres polars de Jimmy. Soyez les bienvenus et restez en ligne. Like a sailor, staring at the sea. Like a sailor, boat of my mind. Leaving love with a belly gun. Aujourd'hui, je reçois l'anard des chemins buissonniers, Jérôme Leroy, la femme actuelle de maintenant, Rosalie Lowy, et une écrivaine publique particulière, Émilie Malaquin-Lapawa. Et tout de suite, on démarre par l'interview tête d'affiche avec Jérôme Leroy. On y va ? Like a sailor, staring at the sea. Like a Bonsoir Jérôme. Bonsoir Jean-Marc. Alors je suis ravi de te recevoir, même si tu me poses un petit problème, c'est comment te présenter. Tu n'es pas quelqu'un sur qui on met une étiquette facilement, elle se détache assez facilement. En plus, depuis pas mal d'années, tu brouilles les pistes, avec un malin plaisir. Donc si tu le veux bien, je vais te proposer des qualificatifs, et tu vas me dire comment tu le sens et comment tu réagis par rapport à ça. Premier qualificatif, éclectique. Oui, je pense que c'est vrai. Oui, j'ai abordé pratiquement tous les genres, je crois. Voilà, un peu d'anticipation, du polar, de la littérature blanche, de la poésie, littérature jeunesse. Et scénariste. Et scénariste, oui, pour le film. Et chroniqueur. Et chroniqueur, pour Liberté Hebdo, etc. Oui, voilà. Deuxième qualificatif, franc-tireur. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, si on entend par franc-tireur le fait de pas vouloir s'enfermer dans des genres, mais pas non plus s'enfermer dans un discours préfabriqué, oui, c'est le cas aussi. Oui. Et sur les sujets, tu as des sujets de prédilection pour tirer dessus ? Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comme pas mal d'auteurs de romans noirs, c'est ce qui se passe ici et maintenant. Je trouve le monde plus intéressant que mon nombril. C'est pas le cas de tout le monde. Non, mais moi, j'ai rien contre l'autofiction, mais je... Bien. Alors, je te rappelle qu'on est ici pour parler de romans noirs. Et donc, mon troisième qualificatif, c'est poésie. Ah ben oui, parce que j'ai écrit de la poésie. Et c'est très important pour moi d'en lire, d'en écrire. Et c'est loin d'être aussi contradictoire que ça puisse paraître comme ça avec le roman noir. Il y a un rapport entre la poésie je et le pense roman que noir. c'est notamment dans la façon de se décaler par rapport à la réalité et de prendre un angle de vue, de parler toujours de la réalité, parce que la poésie parle de la réalité, c'est pas la récitation à l'école, etc. La poésie nous parle de la réalité, la poésie que j'aime et que moi que j'essaye d'écrire, nous parle de la réalité, le roman noir aussi. Évidemment pas de la même manière, mais Léo Mallet, sur lequel on va peut-être venir, il faut savoir qu'il a aussi été un grand poète surréaliste. C'est la même utilité pour toi. Tout à fait, c'est-à-dire que c'est... en plus, il y a une bonne idée de subversion derrière, dans les deux cas. Ça, t'adore ça. Oui, parce que je ne sais pas comment on peut se satisfaire de l'ordre du monde tel qu'il est aujourd'hui. Quatrième qualificatif, alors c'est un mot que je ne connaissais pas et que tu m'as fait découvrir, saudade. C'est un mot qui est un mot portugais qui est intraduisible, donc je vais le traduire quand même. En fait, pour aller vite, on le traduirait par mélancolie. Mais c'est une forme de mélancolie propre au Portugal, comme le spleen est propre aux Anglais. C'est une mélancolie qui est axée sur l'attente. On attend quelque chose qui reviendra peut-être, qui viendra peut-être. Et puis peut-être aussi un certain bonheur à être triste, une certaine douceur dans la tristesse. C'est pas le désespoir, la saudade, c'est quelque chose c'est une mélancolie un peu calme. En tout cas, oui, il y a une attente et puis un certain plaisir à cette attente. Un certain plaisir d'être triste. D'accord. Est-ce que ça te caractérise parfois ? Oui, bien sûr, oui, mais tous les qualificatifs là, c'est-à-dire que oui, bien sûr. Est-ce qu'il y en aurait d'autres ? Comme ça, m'auto-qualifier, j'ai du mal. C'est du mal. Mais oui, non, je pense que c'est au lecteur de me le dire et les quatre là que tu m'as présentés, ça te va ? Me vont parfaitement. Très bien. Donc, tu écris dans le roman noir, as-tu dit, pour la critique sociale, la part d'expérimentation littéraire, l'écriture rapide, violente et drôle. Oui, en tout cas, j'essaye. Est-ce que la nouvelle collection de Nestor Burma, tu l'as remis ? Très bien. Que tu as créée et que tu diriges, est-ce que ça correspond à cette définition ? Complètement. C'est-à-dire que nous, on a repris le personnage de Nestor Burma, sauf que ça se passe aujourd'hui.
Nestor, il est né dans les années 70, il a une quarantaine d'années, 45 ans maximum, et il mène des enquêtes d'aujourd'hui avec un entourage. Alors ceux qui ont lu Léo Mallet au départ reconnaîtront des personnages, sauf qu'ils ont changé parce qu'ils vivent dans la France des années 2010-2020, et donc ils traitent des affaires qui sont des années 2010-2020, mais l'esprit qui était celui de Léo Mallet, qui était un esprit libertaire, qui était un esprit franc-tireur pour le coup, Ouais. je trouve qu'il est exactement là. Et les sujets qu'on aborde, Sergueï Nounovets dans le premier, Oui. c'est sur les criminels, enfin les tueurs turcs d'extrême droite qui sont venus tuer des réfugiés kurdes en France. Moi, c'est autour des migrants dans la gare, dans le 10e, la gare de l'Est et la gare du Nord pour le 10e arrondissement. Alors moi, je vais te dire, je descends plus du train Gare du Nord sans penser à toi et en regardant derrière moi. Oui, ben c'est ça. Oui, ben c'est une. Oui, en plus entre les deux. Et le troisième sera d'ailleurs un livre de Michel Quin, un roman de Michel Quin sur le 15e arrondissement qui devrait pas tarder à apparaître. Donc tu peux dire à Michel qu'il est invité quand il veut Oui, pour bien présenter. sûr, Il sort je quand pense que normalement, ça doit être que courant octobre. Mais moi, je suis pas. ben, c'est quand il veut, Michel, hein. Voilà. D'accord. Donc, voilà, c'est sur le 15e arrondissement. Bien, alors, on ne va pas parler de ce roman parce qu'on va parler de La Petite Gauloise tout à l'heure. Hein. Par contre, je voulais te poser une question au sujet de celui-là et savoir ce qui s'est passé. Mais ça va pas, Jérôme. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as tué un poète? Et oui, il y a un poète comme personnage du roman qui s'appelle Antonin Juillet. Tout à fait, oui, j'ai été obligé de tuer un poète. Ouais, c'est, à mon Ça avis, doit être douloureux. Extrêmement douloureux. J'ai l'impression de te tirer une balle dans le pied ou Parce de que te couper un doigt. tu sais que c'est une espèce protégée. Oui, et puis surtout qu'il n'y en a pas beaucoup. Bon. Et elle est même en voie de disparition, je pense. Bon. Voilà. Donc je te laisse méditer là-dessus. On se revoit tout à l'heure pour La Petite Gauloise. Ah ben, avec plaisir. Jean-Marc. Merci, à tout à l'heure. Et on continue par l'interview dans les coulisses. Et c'est Émilie Malaquin-Lapawa qui s'y colle. Like a sailor, staring at the sea, like a sailor, Tannenboat. Bonsoir Émilie. Bonsoir Jean-Marc. Donc tu es écrivain de polar et tu es écrivain public. Public, écrivain, conseil. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que j'accompagne les autres, que ce soit des particuliers ou des auteurs ou des entreprises, dans leur écrit. Alors ça peut aller de la rédaction de biographies, comme ça peut être du remaniement de texte pour un auteur, ou plus récemment j'ai écrit des supports de formation pour un centre de formation à partir de notes de synthèse. Et tu es écrivain pour les autres. Écrivain pour les Rémi, autres. tu l'as? Voilà. Et donc ça, c'est un livre qui a été fait par Marie-Thérèse Glovacki, mais c'est à moitié toi. C'est à moitié moi. D'accord. Alors comment ça s'est déroulé, ce travail avec Marie-Thérèse pour sortir ce livre? Alors déjà Marie-Thérèse c'est ma première cliente, donc pour moi c'est un peu spécial de parler d'elle. Et donc Marie-Thérèse avait déjà commencé à écrire sa biographie sur un cahier et elle m'a contactée pour le saisir d'abord en informatique, et en lisant son manuscrit en cahier, je me suis aperçue qu'il y avait des petits remaniements à faire, notamment un découpage en chapitres ou intervertir des paragraphes. Et comme son histoire était intéressante, je lui ai proposé de compléter à travers des entretiens qu'on a fait ensemble chez D'accord. elle. Donc c'est souvent des histoires de famille, des récits qui ont une certaine force, Oui. hein, puisque tu en as fait dans la foulée un deuxième. Oui. Tu l'as, Rémi? Hop. Alors c'est pas du roman noir, mais c'est Non. des récits qui racontent des choses. Et ça, c'est une activité de Hyperion Avenue, donc un éditeur de la région. Et à vrai dire, vous faites un tabac là-dedans. Alors apparemment, oui. Alors il faut savoir que normalement, quand on fait appel à un écrivain public pour écrire sa biographie ou un livre d'entreprise, on n'est pas forcément édité par un éditeur. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit plus que j'ai eu. C'est un petit plus d'avoir rencontré Rémi et Hyperion Avenue qui me permet de proposer aux clients de partager leur Et qui te histoire. permet aussi de sortir ton premier polar. Exactement, en plus, dans la foulée. Donc Métal Parano, c'est toujours chez Hyperion Avenue. Voilà. Alors, tu peux nous en dire deux mots? Alors, donc là, c'est pas une biographie, c'est pas la mienne non plus. C'est l'histoire d'un chanteur de métal un petit peu paranoïaque sur les bords, qui est pourchassé par un fan obsessionnel, Tout va qui bien. lui envoie des tableaux étranges. Le tout sous fond de meurtre, de manifestations altermondialistes et de secrets de famille.
Eh ben d'accord, eh ben on va lire ça. Il est sympa ton éditeur? Ça va, il me frappe pas trop. C'est vrai, bon. Parce qu'il faut faire attention, parce que c'est celui qui est derrière la caméra. Donc c'est Rémi Fleury. Et donc attention, parce qu'il peut nous couper au montage. Voilà. Bien, merci beaucoup Émilie. Et donc on continue par l'interview entrée des artistes. Et c'est Rosalie Loïc qui s'y colle. Like a sailor, staring at the sea, like a sailor, Tannenboat. Bonsoir Rosalie. Bonsoir Jimmy. Ici, je trouve que c'est un bien bel endroit pour parler polar. Et donc on va démarrer avec des questions simples. Hein. Je vais te poser une question et tu vas choisir un des nombres qui sont ici pour me répondre. D'accord. Alors, tu es Grand Prix Femme Actuelle de quelle année? 2017. Facile. Facile, ça Facile. c'est facile. Combien d'auteurs avaient postulé à ce concours? 605. Donc, tu as déçu 604 personnes. C'est une manière de voir les choses. Bienvenue dans l'édition. Autre question importante, combien pèse le roman? Donc, il te reste que 2 chiffres, soit 1 gramme, soit 810. Tu vois, je t'aide. 810 grammes alors. 810 grammes. Oui. Alors, j'avais une autre question, mais j'ai pas eu la réponse, donc j'ai pas pu la mettre. C'était le nombre de limbagos chez les libraires que tu avais provoqué. Un certain Tu nombre. vois, un certain nombre. Un certain nombre. Bon, et quel numéro a ton roman dans la publication? Numéro 1. Numéro 1, Oui. parce que c'est ton Premier. premier roman. Voilà. Alors, Ouais. première question toute simple. Rosalie, pourquoi tu t'es lancée dans le polar? Alors par hasard, j'avais écrit précédemment des romans contemporains qui n'avaient pas fonctionné. Et puis dans le fil de mes lectures, je suis allée sur le polar. Et je me suis dit, tiens, si j'essayais d'écrire un polar. Voilà, donc ça a commencé par un jeu. Mais qu'est-ce qui a fait la bascule entre les lectures Bah, et le polar? Certains auteurs. Hein, j'ai aimé certains auteurs comme Fred Vargas, Deon Meyer aussi. Enfin voilà, un certain nombre d'auteurs, même étrangers. Et j'ai eu envie d'essayer de faire un polar, de voir si j'arrivais à faire la structure d'un roman policier, qui est quand même assez différente d'un roman contemporain. Et voilà, donc ça, D'accord. je suis partie là-dessus. Donc, c'est une histoire sur les migrants. Oui, au Hein, départ, oui. c'est une histoire d'exploitation de l'homme par l'homme. Oui, oui, C'est une histoire dans laquelle on a de la turpitude. oui. Il y a Et il se déroule dans un cadre merveilleux, magique, Mm. charmant, qui est Wimereux, où tu habites. Tout à fait, ouais. Alors, c'est la petite cité balnéaire, avec un charme désuet, qu'on adore. Mm. Et par contre, quand on fait son jogging sur la falaise, on peut tomber sur un cadavre. C'est ce qui est arrivé à Marcus. Et là, ça mon héros. bascule. Voilà, tout à fait. Ça bascule. Voilà. Est-ce que tu t'inspires d'histoires vraies? Parce que Wimereux, c'est à côté de Calais, donc les migrants. Les migrants, c'était sont plus un point de très départ. présents. Oui, tout à fait, parce que voilà, ils sont présents dans l'histoire de cette région. Donc c'était un point de départ, mais c'était pas forcément l'objectif au départ du roman. Voilà. Et après, c'est parti aussi d'une histoire personnelle où en fait j'ai fait mon jogging. Ça paraît parfois anodin, et je me suis dit tiens, si je trouvais un cadavre à cet endroit-là, comment je pourrais monter une histoire. Donc c'est parti de là. Après, j'ai essayé de trouver le fond de l'histoire, les personnages, et de construire l'intrigue. D'accord. Alors, dans le fond de l'histoire, on a un petit monde à Wimereux qui semble très conformiste, Voilà. etc. Et puis, on a les enquêteurs, quand ils commencent à creuser, Exactement. ils vont aller dénicher les vices, ils vont Oui. aller dénicher les haines enfouies. Tout à fait. Donc maintenant, tu as des contacts avec tes lecteurs dans les salons. Comment ils réagissent à ça? Qu'est-ce qu'ils te disent, tes lecteurs? Bah, les lecteurs avec lesquels j'ai échangé et qui ont apprécié le roman ont aimé beaucoup les personnages. Ouais. Hein, il parle beaucoup de personnages qui sont attachants, avec certains qui ont des failles ou des problématiques de vie, mais qui à un moment donné rebondissent. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort, hein, les personnages attachants. La Alors, région aussi. si tu me permets, La sur les personnages, j'ai trouvé qu'en plus, ils avaient un plus. Mhm. Hein? Alors, justement, c'est quoi les qualités d'un bon personnage?
Pour moi, les qualités d'un bon personnage, c'est de réussir à recréer quelqu'un qui pourrait être à côté de soi, et qui est vivant, qui est réellement vivant, et auquel on s'identifie, qui pourrait être son voisin, son ami, enfin voilà. Donc pour moi, ça c'est important de les rendre très vivants et réels. Ouais. Alors, si je te dis, ton roman, il a un côté pathétique, tragique, Oui, oui, oui. sordide, Aussi, oui, oui, oui. et pourtant on se régale. Mm. Alors, il y a en effet, j'ai trouvé les personnages qui sont très typés, attachants, et qui ont des petits plus, c'est-à-dire on a un flic, mais il est fort sensible. Bon. Hein, on a une journaliste, elle est pétillante, mais bon, c'est une fouineuse. On a une femme très belle qui est bouleversante. Bon, on a ce type de personnage, et ça, ça donne beaucoup de corps à l'histoire, et en effet, on s'y attache. Mais il y a aussi le style, c'est-à-dire, et l'atmosphère. Moi, quand j'ai démarré le roman, je me suis dit, tiens, on est dans du Chabrol, et puis paf, on a basculé dans le Tarantino assez vite. Tu vois le genre? C'est chouette. Merci. C'est vrai ou pas? Bah, je ne me permettrai pas, mais. Bon. mais j'accueille Alors, avec sur bonheur. le style, qui a dit, quant à l'écriture, je dirais qu'elle est simple et percutante? Je ne sais pas. Qui a dit ça? Alors, son prénom, c'est Rosalie. Ah oui, c'est moi. C'est vrai, oui, Ouais. oui. J'ai essayé de faire quelque chose de dynamique. Alors, comment on fait pour écrire simple? Est-ce que c'est compliqué d'écrire simple? On relit beaucoup, on travaille beaucoup le texte, on essaye de le retravailler, de le réduire, et de travailler la sonorité aussi beaucoup. La musicalité en fait. Hein. Tu relis à voix haute. Oui, 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 pour voir si ça fonctionne. Voilà. Et pour... Et je suis assez visuelle aussi dans la manière d'écrire. Donc il faut aussi que ça me parle dans le visuel. Voilà. C'est Donc, quoi la le visuel? C'est les le images visuel, que tu les fais images, avec? voilà. D'accord. Oui, oui, oui. D'accord. Presque 700 pages, t'as mis combien de temps? 3 ans. C'est la pointure. Ok. Alors Rosalie, il y a un prochain polar en route? Il est en cours d'écriture, oui. Oui, Il est en cours d'écriture, et tu vas reprendre les mêmes personnages, ça va être une suite? oui, 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 l'idée... Parce que nous on l'attend, hein. Oui, oui, oui. Quand j'ai commencé ce livre, j'avais envisagé 2 suites. Donc voilà, modestement, je m'attelle à la première, pour voir si j'arrive au bout. Donc avec les mêmes personnages, donc avec le duo donc Marcus et Zoé, puis les personnages secondaires aussi, qui vont avoir voilà, encore des petits rebondissements dans leur vie personnelle. Ok. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Rosalie. Merci, J'ai été Jimmy. ravi. Et donc, bien évidemment, bah, allez-y. Hein, il y a un suspense qui est permanent. Il y a en effet des personnages très attachants. Et puis, bah, il se passe quand même de drôles de choses à Wimereux. Donc, maintenant, quand vous allez aller là-bas, vous allez voir, vous allez plus avoir la même vision, je dirais, de ce coin-là. Merci Rosalie. Merci beaucoup, Jimmy. Et donc, on continue avec Jérôme Leroy et la petite Gauloise. Like a sailor, staring at the sea, like a sailor, Tannenboat. Alors Jérôme, on va parler de la petite Gauloise, donc qui est éditée à la Manufacture des Livres, qui est une excellente maison d'édition indépendante et qui a la bonne idée de faire des formats courts. Hein, tu appelles ça des novellas? Oui, ou court roman ou novella, Court c'est roman. un statut entre les deux. Voilà. Bien. Et en plus, c'est du un mot polar. américain. Ah, c'est vrai noir. C'est de du chez vrai noir. Hein. Ouais, ça, c'est un Alors noir- là, c'est formidable parce que le un noir polar, bien serré, ça. bien serré. Hein. Donc le miroir de la société, le miroir dans lequel nous, on se regarde aussi. Et dans la petite Gauloise, tu fais un état des lieux de la société française d'aujourd'hui, en concentré. En concentré. En concentré. Oui, oui. Hein. Et tu nous parles du pire. Oui, enfin, qui est maintenant, Hein quoi, en fait. Je suis désolé. Le pire qui est maintenant. Ah oui, c'est pas... Hein. Donc on est dans une ville dont la mairie est aux mains du Bloc patriotique, Oui. que tu nous avais déjà bien présenté donc dans le blog qui est sorti il y a quelques années, Oui, 2011. 2011, qui a fait un tabac en France et en Allemagne. Oui. Bah, ils ont aussi leurs problèmes de ce côté-là. Voilà. Et donc, dans cette histoire-là, on est pris au piège, et il y a plusieurs pièges. Alors,
Quels sont les pièges qu'on a dans ton histoire? Ah mais c'est une histoire qui en fait, vous savez, vous vous rappelez Marabout de ficelle, etc. C'est un peu ce système-là, c'est-à-dire que c'est rapide, ça va très vite, donc Ouais. effectivement c'est incroyable, mais l'idée était, le défi que je m'étais donné était de résumer l'ensemble de la société, c'est-à-dire qu'on Ouais. commence par un flic qui se fait tuer par des flics municipaux et ça termine, je ne vais pas dire comment, mais avec tout ça on aura balayé tout le prisme de l'appareil policier, de l'appareil politique, et y compris d'ailleurs de l'éducation, voilà, à peu près tout ce qui a tendance à branler dans le manche aujourd'hui. Voilà. Et ça se termine En apothéose. en apothéose, puisque effectivement le problème central est dans ce court roman de savoir, dans la petite Gauloise, il y a un attentat en préparation dans cette grande ville portuaire de l'Ouest. On peut penser au Havre, on peut penser à Saint-Nazaire. Et puis, sauf qu'on ne sait pas qui va faire l'attentat et on ne sait pas comment il va se passer, mais on est sûr qu'il va avoir lieu. Donc à partir de ce moment-là, c'est une espèce de... Le roman lui-même j'ai essayé de le concevoir comme une machine infernale, c'est-à-dire que précisément, ça fait tic-tac depuis le début du roman et ça doit exploser à la figure à la fin. Ça fonctionne très bien. Donc c'est un roman qui est très noir, il est féroce. Ouais. T'es féroce, hein? Ouais, non, mais je suis surtout un peu en rogne. Ouais. Il est anxiogène. Oui, bah bien sûr, j'espère bien que vous avez... Et je me suis marré du début à la fin. Voilà. Alors j'ai une question, Ouais. et réponds-moi avec sincérité, c'est important pour moi. Est-ce que je dois craindre pour ma santé mentale? Oui, mais comme nous tous. Donc, D'accord. je te rassure. Donc effectivement, je pense que c'est quelque chose qui est très connu de tout le monde ici, et de ceux qui nous regardent, c'est que quand on a peur, quand on est horrifié, etc., on peut avoir un mécanisme de défense qui est le rire. Oui. Qui est le rire. Et effectivement, moi, ça m'horrifie. Donc, en fait, je me suis aperçu que je racontais cette histoire-là sur un ton qui était sarcastique, ironique, pas méchant, je crois pas, jamais méchant, jamais méprisant en tout cas, mais qui effectivement, où tout le monde en prend pour son grade. Oui. Les flics, l'antiterrorisme, les profs, les gamins de voilà, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant comme dans le roman noir. Chacun a sa part de vérité, sa part de bêtise, et parfois sa part de bonté aussi. Et le ton, c'est l'humour. Oui, noir. Okay. Noir, oui, oui. L'humour noir. Qu'est-ce que ça permet par rapport à cette histoire? Ah bah à peu près tout, parce que si une histoire comme ça, je la raconte sur un ton, une histoire aussi cruelle et violente que c'est celle-là, violent, hein? si je la raconte en ne mettant pas une certaine distance, effectivement, ça risque de sombrer dans le pathos ou le gore. Et ça m'intéresse pas, ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pour ça que il y a un ou deux hommages explicites à un auteur qui, pour moi, est le grand du polar, qui est Jean-Patrick Manchette, et qui était justement expert, je n'arrive pas à sa cheville, mais qui était expert dans Manchette, dans cette distance face à la violence, qui est une violence d'ailleurs de généraliser, qui est une violence de l'appareil d'État, qui est une violence inhérente à la société, voilà, c'est-à-dire que on a ce qu'on mérite en même temps. Hein. Alors tes personnages nous font rire, c'est-à-dire ça part en sucette régulièrement, enfin, sauf la petite Gauloise. Ah oui. Elle nous fait pas rire, la petite Non, Gauloise. la petite Gauloise. Alors c'est quoi une Gauloise ou un Gaulois Ah bah, c'est dans les quartiers, c'est comme ça que on désigne les Français, justement les Français blancs pour aller vite. Voilà, c'est les Gaulois qui paraît-il sont réfractaires. Ça c'est notre histoire, mais c'est voilà, et c'est simplement, c'est pas spécialement, c'est pas une appellation raciste, communautariste, c'est un petit peu communautariste quand même, mais voilà. Donc la petite Gauloise, en plus il y avait un jeu, ça fait penser aussi à la clope. Voilà, c'est à côté de. Puis j'aime bien donner l'espèce d'un titre comme si c'était presque un roman jeunesse, alors que c'est quelque chose d'absolument. Et c'est à ne pas mettre entre toutes les une mains. adolescente dans les cités qui lit du Rimbaud. Mais ça arrive. Ça arrive, t'as pas pu t'empêcher. Bah, j'ai pas pu m'empêcher parce que je pense que la seule chose qui va tous nous sauver de ce carnage, c'est la poésie, parce que la poésie est révolutionnaire. Mais ceci étant dit, là, c'est l'antidote. Oui, c'est l'antidote, sauf que là, il est violent l'antidote. C'est le remède. Voilà. Mais encore une fois. Pour une fois que j'ai une chute, dévoiler la fin. Donc, parce qu'il y a vraiment il y a vraiment un twist, comme ils disent.
Tu sais que tu m'embêtes, hein, parce que là, je peux pas parler de la fin. Non, certainement Ça, c'est- pas. Non, mais d'habitude, enfin, sachez que ça se termine mal. Oui, mais très mal. Mais qu'est-ce qu'on rigole. Voilà, ça se termine très mal, mais c'est peut-être pour du mieux après. Ouais, qu'est-ce qu'on rigole. Alors, maintenant une question, soit tu me fais peur, soit tu vas me rassurer un peu, c'est quelle est la part de prophétie là-dedans? Ah, mais c'est pas une prophétie, c'est des choses qui se passent. C'est-à-dire, je fais simplement, je concentre. Non, c'est pas une prophétie. Moi, je suis pas un auteur de. J'ai lu quelques critiques qui parlaient d'une très légère anticipation, mais des grosses villes aux mains du Front National, il y en a dans ce pays, que je sache. Les attentats terroristes, on en a connu, hélas, un bon paquet. J'ai été 20 ans prof en ZEP, en REP, on dit maintenant, mais je veux dire, donc la réalité que je peux décrire de ces quartiers, je pense que ça sonne juste, on me l'a dit plusieurs fois, la façon dont parlent les gamins, etc. Voilà, je n'invente rigoureusement rien, et tout le monde est à peu près, l'intérêt, je pense, de la petite Gauloise, c'est que tout le monde est débordé. Et voilà, plus personne ne s'y retrouve, et c'est un peu notre cas à tous. En tout cas, moi, je me sens profondément perdu. Voilà, donc on fait semblant que ça va, mais Et on arrive à faire un roman jubilatoire, bah, j'espère, parce qu'effectivement, imprévisible, ironique, bref, divertissant. On rit d'épouvante, et ça fait du bien. Hein. Et ça, c'est vraiment ce que tu as réussi. merci. Et bravo, parce que c'est formidable. Donc, la petite Gauloise, hein, à consommer sans modération. Alors, là-dedans, c'est vraiment le concentré de ce qu'on a dit, de ce qui est le pire réel en ce moment. Oui. Donc, il y a des éléments qui sont très forts. Est-ce que ça va donner l'objet de sujets pour d'autres romans Oui, mais de toute façon, moi je tourne autour de tout ça, de tous ces problèmes-là. L'idée était quand même, c'est pour ça que c'est un livre que j'aime beaucoup, l'idée était quand même de faire quelque chose de concentré, vous savez, comme quand vous prenez vraiment un ristretto en café et que paf, il y a une crise de tachycardie, parce que j'avais pas. Effectivement, je peux faire 900 pages avec ça, ou je peux faire vraiment La taille du bloc, qui était quand même déjà un roman, ou L'Ange gardien que j'avais fait, etc., substantiel. Là, l'idée était vraiment techniquement, parce que c'est parfois difficile, tu posais la question sur écrire simple, etc., mais là, c'est parfois extrêmement compliqué de faire relativement court, mais c'était mon défi, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a aussi la concentration des effets, c'est un shoot, quoi, en fait. C'est un shoot. Un shoot de vodka, hein, 60 Caféine degrés. ou caféine. Voilà. Moi, j'ai plutôt pris le shoot de vodka. Donc, ça brûle un peu. Mais après, on est bien, mais on est un peu groggy quand même. Hein. Oui, surtout, oui, enfin, ceux qui survivent, quoi. Ouais, Parce que c'est quand même ça le problème. Hein. Okay, c'est tout que à fait personne ça. ne sortira d'ici. Donc voilà, donc ce livre c'est un shoot. Donc shootez-vous, hein, parce que c'est formidable. Il n'y a peut-être plus que ça à faire, mais allons-y. Et puis c'est une antidote, donc allons-y, sans modération. Merci Jérôme, ça a été un plaisir merci à toi. énorme de te recevoir. C'est très gentil. Et c'est quand tu veux. Et puis tu n'oublies pas, hein, tu parles à Michel Quin. Voilà. Et il vient quand il veut nous présenter Il n'y a pas de problème. Ce sera son fait opus son de propre Nestor Burma. Pas de problème. Merci Jérôme. Donc on continue par la chronique du libraire. Et c'est Christophe Coquelet qui s'y colle. Like a sailor, staring at the sea, like a sailor, Tannenboat. Alors chez Jimmy, on a la possibilité de pouvoir s'exprimer, d'avoir un petit peu de liberté sur le polar, et j'ai décidé de vous présenter pour cette fois La Brigade des Cauchemars, la première BD dont le scénariste est un auteur bien connu de notre région, Franck Tillier, où vous allez pouvoir suivre l'une de ses passions. Vous savez que c'est un grand fan de Stephen King, et il associe ici son talent de raconteur d'histoire et son envie de rentrer dans le fantastique. Alors vous allez pouvoir suivre Tristan et Esteban, deux jeunes enfants, qui vont s'associer à un professeur un peu particulier, le professeur Angus. Celui-ci a réalisé une machine assez curieuse qui vous permet d'aller dans vos rêves, vos cauchemars, et de remonter à la source des problèmes pour les résoudre. Deux garçons qui vont être, dans cette première enquête, appelons-la comme ça, un peu surpris, puisque le professeur, qui est quand même leur ami, dissimule certaines choses. Et la jeune fille sur laquelle ils vont devoir travailler, il semble bien qu'ils l'ont déjà vu quelque part, mais où? Alors je vous recommande vraiment la lecture de cet ouvrage, et en particulier la série qui va s'en suivre, puisque
C'est le premier d'une longue série où vous allez pouvoir découvrir ces deux enquêteurs, suivre les cauchemars de nombreuses personnes, et nous aurons le plaisir, en avant-première, d'accueillir le tome 2 de cette série au Salon du Polar de Templemar, les 28 et 29 septembre. Vous croiserez d'ailleurs, entre autres, un de nos meilleurs stylistes français, mais vous l'avez vu tout à l'heure, Jérôme Leroy. À bientôt. Like a sailor, staring at the sea, like a sailor, Tannenboat. Eh bien, c'est fini. Merci. Merci au public chéri. Il est super. Merci à Christophe Coquelet qui nous accueille dans sa librairie. Merci à Rémi Fleury qui est derrière la caméra. Merci au groupe Les Custos pour leur musique. Et je vous donne rendez-vous en décembre avec Franck Tillier qui viendra. Et donc c'est le 18 décembre, ça se passe toujours à la librairie des Quatre Chemins à Lille. Et nous aurons quelques surprises. Allez, pour votre petit cadeau de Noël, je peux vous en donner une. Il y aura aussi Mig qui a dessiné la bande dessinée Puzzle avec Franck. Et donc si vous voulez une double dédicace sur cette bande dessinée, c'est le 18 décembre ici à Lille. Donc on vous attend pour les 4e rencontres polar de Jimmy. Salut à terre tous.